Tu peux. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire pour la présentation du Payakit EHPAD. J'espère que toutes les fonctionnalités fonctionnent, micro fonctionne. Nous allons vous présenter le kit outils et ressources de soins palliatifs en EHPAD. Nous sommes quelques mots, merci beaucoup pour votre confirmation du micro. Donc, nous sommes la cellule d'animation régionale de soins palliatifs pour les Hauts-de-France. Donc, il y a une cellule d'animation régionale dans chaque région. Nous sommes celle pour les Hauts-de-France. Nous découlons du 5e plan des soins palliatifs du 27 janvier 2022. Et dans notre mission de soutien des acteurs dans leurs activités, projets et besoins, dont on a travaillé depuis quelques mois, voire quelques années, en lien avec les EHPAD et les équipes mobiles sur des outils qu'on vous présente aujourd'hui sur 3 thématiques. La démarche anticipée, l'alimentation, hydratation et nutrition, et enfin la douleur. Quelques règles de base pour ce webinaire. Nous avons un onglet, donc questions-réponses, QR, juste au-dessus, tout en haut de l'écran. Vous pourrez poser vos questions. On y répondra, on aura un temps de réponse à vous apporter entre chaque thématique. Enfin, pour information, nous enregistrons automatiquement ce webinaire afin de pouvoir le diffuser ultérieurement pour accompagner ce kit. Également, vous verrez un petit paragraphe de droit d'usage où pour pouvoir dupliquer ce format, il faut faire référence à la CSPHF, qui est notre association qui nous porte, la coordination des soins palliatifs Hauts-de-France. Et bien sûr, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme des protocoles de référence, mais bien comme des outils à titre informatif de ressources. Je te passe la main. Go. Bonjour à tous, merci pour cette participation à ce webinaire. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, comme disait Madame Second, ce kit EHPAD, l'idée est venue de vous, des EHPAD qui ont souhaité avoir un outil et des ressources pour une meilleure prise en charge des situations palliatives au sein des EHPAD. Donc nous avons travaillé avec des EHPAD et des équipes mobiles de soins palliatifs en formant des groupes, ce qu'on a appelé des groupes pilotes sur chacune de ces 3 thématiques. Et donc aujourd'hui, l'objectif est de vous montrer ce kit. Pour vous rappeler, nous avons fait le choix d'un kit en version numérique unique. Attention, Carole, même Pinard, votre micro est coupé. Est-ce que là, vous m'entendez, docteur Albrecht? Merci. Ça a coupé quand, du coup? Dites-moi. Oui, il y a 30 secondes. Alors, je reprends juste. Donc, du coup, nous avons fait des groupes pilotes, un par thématique, donc avec les équipes mobiles de soins palliatifs. Alors, il n'y a toujours pas de son, visiblement. Est-ce que là, vous avez du son? Oui, ok, donc je continue. Donc je vous disais que c'était vraiment un choix de faire un kit en version numérique pour pouvoir le mettre à jour, soit en fonction de vos retours sur l'utilisation et l'efficience des documents, mais également pour permettre de l'enrichir au fur et à mesure du temps et des années. Et donc le choix qui a été fait par les groupes a été de faire vraiment des documents simples, lisibles sur une seule page, j'allais presque dire qui donne envie de regarder sans être complètement dépassé et de pouvoir aller plus loin pour les équipes ou pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Donc, on va vous montrer une vue globale de ce Payakit EHPAD qui est donc en version numérique. Donc, vous allez voir, on retrouve là les 3 thématiques sur la page d'accueil.
Et puis, on vous montre simplement, c'est très ludique. Donc, vous voyez là, je pense que ça a dû s'afficher à votre écran. Vous retrouvez nos 3 thématiques. Il suffit de cliquer, merci beaucoup, il suffit de cliquer sur une des thématiques pour ouvrir la page concernée, tout simplement. Alors, on clique dessus, ça s'ouvre. Et là, voilà, vous retrouvez l'ensemble des documents qui ont été donc réalisés par les groupes sont dans les octogones bleus. Donc, quand vous cliquez dessus, vous faites un double clic et vous accédez tout simplement au document. Donc, on peut par exemple ouvrir juste pour vous montrer le fonctionnement numérique, les directives anticipées. Donc, vous avez une petite étiquette qui s'affiche en dessous avec un aperçu qui est des fois un petit peu plus long à télécharger. Et donc, tout s'ouvre comme ça de façon numérique pour accéder aux documents. Tout simplement. Donc ça, ce sont les documents qui ont été travaillés. Vous voyez, sur la droite, vous retrouvez toujours l'onglet de démarche anticipée de couleur bleue, l'alimentation sur la couleur jaune et la douleur sur la couleur violette. Voilà. L'ensemble des documents a été travaillé de la même façon sur cette charte graphique. Voilà, donc chaque document, vous pouvez l'ouvrir comme cela. Et donc à côté, on va juste vous ouvrir un petit plus pour que vous puissiez tout simplement voir comment ça fonctionne. Et juste après, on vous mettra dans l'onglet questions-réponses, on vous donnera l'onglet, le lien Internet pour accéder au Padiakit EHPAD. Donc, on peut ouvrir un petit plus, tout simplement. Alors, du coup, peu importe. Est-ce que du coup, là, vous m'entendez? Les leçons sur ton ordinateur. Vas-y. Non. Alors, je crois qu'on a un petit problème de son ici au sein des locaux. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Oui, là, ça marche. Là, ça fonctionne. OK, super. Donc, on peut ouvrir un petit plus, n'importe lequel, juste pour vous montrer. Donc, vous voyez bien les octogones bleus et donc les petits plus à côté avec les étiquettes, voilà, qui amènent directement sur des documents qui sont beaucoup plus complets. Vous voyez, celui-ci du Centre national soins palliatifs et fin de vie fait 20 pages. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on a souhaité faire des synthèses pour que les équipes aient des choses simples et puissent aller plus loin à chaque fois au fur et à mesure. Donc là, l'objectif, on va vous mettre donc dans l'onglet conversation, on va vous mettre le lien pour que vous puissiez avoir le Padiakit EHPAD et l'installer bien évidemment sur vos ordinateurs. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'ouvrir ni l'ensemble des documents ni les petits plus, vous en prendrez connaissance au fur et à mesure, mais de faire un focus sur uniquement sur certains outils phares de chaque thématique. Donc je vais passer la main au docteur Albrecht, que je remercie d'avoir participé et de vous présenter aujourd'hui la thématique de la démarche palliative anticipée. Merci, docteur. Merci bien à vous. Bonjour à toutes et tous. Et je vais moi aussi vous partager donc la fenêtre qui est importante, donc celle que vous voyez. Donc je pense que vous la voyez bien. Donc effectivement, on a travaillé avec 3 groupes qui ont travaillé donc sur 3 thématiques. Et moi, j'ai eu la chance de travailler sur la thématique de la démarche palliative anticipée. Peut-être en introduction, dire qu'on avait aussi réalisé un questionnaire sur les différents EHPAD de la région et on s'était rendu compte que effectivement, il y avait une grande hétérogénéité à la fois sur les pratiques, sur la connaissance et on s'est mis dans l'idée de proposer encore une fois des outils. Ça ne se veut pas être des recommandations de sociétés savantes ou des directives particulières. Mais encore une fois, ce sont des outils que nous proposons parce qu'effectivement, on se rend compte que pour développer la démarche palliative et notamment la démarche palliative anticipée, ça repose à la fois sur le développement de la culture palliative, ça repose sur la formation des équipes, ça repose sur les partenariats qu'on peut mettre en place avec les équipes mobiles de soins palliatifs notamment et les HAD par exemple, et aussi à la proposition d'outils d'aide, euh, à cette pratique. Le premier groupe qu'on vous présente et que j'ai l'honneur de présenter, donc a travaillé sur la démarche palliative à travers
d'abord des outils pour dire qu'est-ce que ce n'est pas. Encore une fois, nous n'allons pas proposer une évaluation gériatrique standardisée, on ne va pas proposer un bilan d'évaluation standardisé d'entrée et on ne va pas proposer un outil validé avec des grilles de cotation où on va dire que entre 1 et 3, il faut faire ça, et entre 4 et 5, il ne faut pas faire ça. Donc, encore une fois, ça n'est pas cet élément-là, mais encore une fois, on propose un outil qui vise à, à participer à une réflexion pour répondre à deux questions principales. La première, c'est est-ce que notre résident est susceptible de devoir entrer dans une démarche palliative? Ça, c'est la première des questions auxquelles on va essayer d'apporter une contribution. Et la deuxième question, c'est faut-il ou peut-on avoir la nécessité d'avoir un recours à une équipe de soins palliatifs notamment? Pour répondre à ces deux questions, on a rassemblé, vous le voyez ici sur donc le premier volet. Je vais reprendre. Voilà. Quand vous allez aller sur le site, hein, vous aurez cette, cette, cette fenêtre-là. Encore une fois, tout est en ligne. Hein. Pour les anciens que je suis, ceux qui ont connu MobiQuel, là on est sur du MobiQuel 2.0. Donc tout est en ligne. Et là, donc en fait, on clique sur la démarche anticipée. Et effectivement, donc on retrouve comme l'a expliqué tout à l'heure Mme Kuna, un certain nombre de petits polygones qui proposent un certain nombre de choses. Donc, effectivement, on va avoir là trois polygones sur lesquels je reviendrai après, parce que j'ai que 20 minutes pour vous présenter ce que je présentais lors du séminaire en 1 heure. Je vais surtout présenter en disant, pour répondre à la question, mon résident relève-t-il d'une démarche palliative, on va présenter ça, et on a aussi travailler sur deux outils qui permettent à la fois de travailler sur la mise en place des prescriptions anticipées et en proposant quelques situations cliniques. Donc, on a ces losanges, ces polygones bleus qui sont les éléments principaux et comme on vous l'a expliqué, on a des petits polygones orange qui sont des compléments qu'on vous propose et qui sont soit visualisables, soit téléchargeables à volonté et diffusables et qui peuvent, on verra tout à l'heure, servir de support, par exemple, de mini-formation dans vos établissements. Voilà, donc l'élément principal que je souhaite vous présenter, c'est effectivement l'item de dire, voilà, quand on se pose la question, est-ce que mon résident relève d'une démarche palliative anticipée et d'avoir un outil, parce que effectivement, dans le questionnaire qu'on avait fait au début, on s'est rendu compte, comme je vous l'ai dit au départ, d'une grande hétérogénéité des pratiques et de la connaissance des établissements, avec des établissements qui ont des médecins co, des établissements qui n'en ont pas, des établissements qui ont des IDEC et des établissements qui n'en ont pas. Donc, effectivement, on a des configurations différentes et il faut pouvoir apporter un outil qui peut servir à chacun d'entre eux. Donc, effectivement, on a mis en place donc, un premier item. Même là, vous me dites si jamais ça ne s'affiche pas et vous m'alertez parce que moi, je ne vois pas automatiquement ce qui est visualisable. Donc, la première des questions auxquelles on a essayé d'apporter une aide, c'est mon résident relève-t-il des démarches palliatives? Encore une fois, ce n'est pas un outil d'évaluation pour un résident qui rentre. Je vais vous donner un exemple très concret. Lundi dernier, donc moi je suis médecin inco et je remercie mes équipes de la Web Péramphi et de Marquette au domaine des Tuileries, au domaine de la Rivière. C'est un outil qu'on utilise et par exemple, on l'a utilisé lundi au domaine des Tuileries pour une résidente qui est ici depuis 5 ans et pour lequel on a des changements récents depuis 3 mois et on s'est posé la question en équipe disciplinaire, est-ce que cette résidente, est-ce qu'elle va relever d'une démarche palliative anticipée? Et donc effectivement, on n'est pas là sur une grille qui permet de répondre à l'évaluation d'une personne qui rentre, mais encore une fois, pour un résident qui peut être là depuis plusieurs années, voire plusieurs mois, et effectivement sur lequel on a souvent des alertes de l'équipe soignante qui disent attention, c'est un résident qui change, et est-ce qu'on peut anticiper et le fait d'anticiper, c'est de ne pas se retrouver un vendredi à 17h avec une démarche palliative à mettre en place, alors que les éléments ne sont pas automatiquement formalisés. Voilà, donc on a bien un outil qui est conçu comme un soutien de réflexion. Hein. La démarche éthique, c'est une démarche de questionnement et c'est une grille qui va aider à repérer sur les 3 derniers mois un certain nombre de signes cliniques ou d'éléments de comportement, des modifications et qui va permettre effectivement de traduire un ressenti en équipe pluridisciplinaire sur une évaluation qui est partagée et assez objective. Je verrai, elle est composée de 12 items
avec pour chaque item, et vous l'aurez la possibilité d'avoir un glossaire. Hein, je vous descends tout de suite avec chaque item parce que je vais devoir jongler entre deux fenêtres. Mais voilà, on aura des items qui sont détaillés pour vous. Et on a proposé, pour compléter ce dispositif, un autre outil que je vais vous partager tout de suite, qui est, voilà. Est-ce qu'il est visible maintenant? Vous pouvez me confirmer que c'est visible? Allô, allô? Est-ce que Oui, tout va bien, on voit bien. tout va bien? Voilà. Dites-moi parce que je suis pas automatiquement, c'est de temps en temps un peu déstabilisant de savoir qu'on a 117 personnes qui regardent sans savoir automatiquement si tout le monde voit. Voilà, donc on a repris cette grille qu'on vous propose, encore une fois, qui est une grille faite pour des résidents qui ont évolué dans les 3 derniers mois. Et quand l'équipe se dit, est-ce qu'on doit mettre en place, est-ce qu'on peut mettre en place pour ce résident une démarche palliative anticipée? On verra après comment ça pourra se concrétiser. Et donc on propose un certain nombre d'items pour lesquels on propose de côté 1, 2 ou 3, ou A, B, C, en fonction de la façon dont on fait, mais on va mettre 1, 2, 3. On aura, vous voyez, des items qui sont ici. Alors, item chute, nutrition, qu'on va reprendre en détail. Et on a une définition de chacun des éléments et la possibilité de cotation. Alors, je vais prendre un exemple concret, puisque vous parlez d'une résidence qu'on a examiné, enfin, qu'on a évalué lundi. Euh, Effectivement, le premier item, c'est est-ce que la personne n'a aucune chute depuis 3 mois? Est-ce qu'elle a une chute non compliquée ou est-ce qu'elle a éventuellement plusieurs chutes multiples ou compliquées au sens où ça a nécessité, par exemple, une hospitalisation. Dans le cas que je présente, c'est une dame qui a chuté une seule fois. C'était pas compliqué, mais elle a chuté de son fauteuil, donc on a noté 2. Le deuxième item qu'on reprend, c'est la notion de nutrition. Donc, encore une fois, au-delà des éléments de risque de dénutrition qu'on a pu mettre en exergue lors de la mission, et c'est encore une fois l'évaluation sur les 3 derniers mois. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un poids stable? Est-ce qu'on a une perte d'appétit depuis 15 jours avec une perte de poids de 3 kilos en 3 mois, ou une dénutrition avec des prises orales qui deviennent rares et des pertes de poids de 3 kilos? Dans le cas de la dame dont je parle, donc effectivement, on l'a mis 3. On a repris comme critère supplémentaire donc les troubles de déglutition et on reprend toujours la même démarche. Est-ce qu'on n'a aucun changement? C'est cette notion de changement, encore une fois, qui est important, parce qu'on a l'apparition de troubles de déglutition où la voie orale est encore possible mais devient plus difficile, ou est-ce qu'on a une aggravation des troubles de déglutition et la voie orale impossible? Dans le cas de la dame dont je parle, on était en 3 parce qu'effectivement, on avait la prise orale qui devenait quasiment impossible. Au niveau autonomie, alors est-ce que là aussi on est non, aucun changement? Est-ce qu'on a l'apparition d'une autonomie partielle? Ou est-ce qu'on est l'apparition, l'aggravation d'une perte d'autonomie avec une aide totale? Et là, la personne en question était 3. Et vous voyez que automatiquement se crée un radar, un grille radar pour ceux qui connaissent l'élément, et qui permet d'avoir à la fois, au-delà de l'aspect, on va dire, numérique, une traduction visuelle de la cotation et de l'évaluation que vous faites en équipe. On a un item sur les fonctions cognitives. Est-ce qu'on n'a aucun changement? On a de plus en plus d'oubli ou de communication possible. Est-ce que la personne est complètement perdue, qu'une communication difficile ou impossible? Là, dans le cas qui nous intéresse, on avait encore une communication possible, même si elle devenait plus difficile. Un item supplémentaire autour des comportements. Est-ce que la personne n'a aucun changement dans son comportement? Est-ce qu'on a l'apparition de troubles du comportement avec un retentissement modéré ou un retentissement majeur? Là, dans le cas qui nous concerne, on avait un retentissement modéré à titre d'angoisse, donc qu'on a mis en 2. L'item supplémentaire, c'est la perte d'éléments vitaux dans le quotidien, le repas, la mobilité, la communication. Encore une fois, est-ce qu'on n'a aucun changement? L'apparition d'une perte d'élan ou apparition d'une perte d'élan totale malgré la stimulation. Et là, dans le cas qui nous convient de Madame D, on était en 3. La notion d'humeur et d'anxiété, est-ce qu'on n'a aucun changement? Est-ce qu'on a l'apparition d'une tristesse ponctuelle ou l'apparition d'idées de mort ou de sentiments d'inutilité? Et ça, effectivement, dans le cas de Madame D, on était à 3 parce que est apparu de façon très récente, notamment l'expression de pouvoir en finir, hein, comme on a tantôt cette expression-là
de nos résidents. La notion d'adhésion aux soins, hein, donc est-ce que là aussi on n'a aucun changement? Est-ce qu'on a l'apparition d'une opposition comportementale ou un refus exprimé ponctuellement certains soins, ou l'apparition d'une opposition comportementale manifeste, un refus exprimé à tous les soins? Là, dans le cas qui nous concerne, on n'avait pas automatiquement de refus, et effectivement, là, on avait mis un, il n'y avait pas de grand changement par rapport aux soins. Est-ce qu'on avait des éléments d'inconfort et de retentissement sur la qualité de vie? Est-ce qu'on n'est à aucun changement? Est-ce qu'on a l'apparition d'un symptôme modéré sur la qualité de vie, ou l'apparition ou majoration d'un symptôme ou de retention majeure sur la qualité de vie? Voilà, nous, on avait mis 3 parce que Madame D vit avec son mari à la résidence, avec une grande difficulté de vie de couple, on va dire, en ce moment, et effectivement, on a un retentissement majeur à ce niveau-là. Le nombre d'hospitalisations est un des critères qu'on a rajouté, avec le nombre d'hospitalisations de passage aux urgences, en excluant les chutes, parce que les chutes, elles ont été vues au tout premier item. En dehors des chutes, est-ce qu'on a 0 hospitalisation, 1 à 2 ou plus de 2? Et là, en cas de Madame D, en dehors des chutes, on n'avait pas eu d'hospitalisation. Et enfin, est-ce qu'on est dans le cadre d'une pathologie incurable avec un pronostic péjoratif? Donc, est-ce qu'on a une évolution lente? Est-ce qu'on a une évolution avec des épisodes aigus rapprochés? Ou est-ce qu'on a une évolution rapide continue par palier sans phase de récupération? Là, non, j'étais en 1 et je me suis trompé là. Voilà comment on a la grille, et vous voyez qu'on a cette représentation graphique, alors encore une fois, ça ne se veut pas être un MMS ou un NPUS, hein, ne faites pas l'addition des scores. L'ambition, c'est vraiment de pouvoir traduire de façon à la fois dans le tableau et d'un point de vue graphique la discussion que vous pouvez avoir ensemble, et effectivement de pouvoir dire ensuite, là, dans le cadre de Madame D qui nous concerne, oui, elle est rentrée dans une démarche de soins palliatifs anticipés. Encore une fois, parce qu'on se dit que potentiellement dans les 6 mois à venir, on risque très fortement d'être confronté à une fin de vie pour Madame D dont je parlais tout à l'heure. Pour vous montrer un peu, donc j'ai fait 2 petites grilles pour vous montrer visuellement, quand vous voyez, quand on répond 1 à tout, c'est-à-dire quand on a un résident qui n'évolue pas, on a ce petit point bleu qui est là, et quand on a un résident pour lequel on répond 3, on a une grosse bulle bleue. Donc effectivement, ça permet de vous montrer, encore une fois, on a des personnes qui sont plus visuelles voilà, et qui permet effectivement d'avoir, voilà. Voilà pour l'outil gris. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire, si je réponds à des questions éventuellement maintenant, ou si je continue, Madame Cuillard, comme vous le souhaitez. J'ai plus personne. Oui, docteur Albrecht, vous pouvez répondre tout de suite, effectivement, sur cette question de la grille radar, hein. Je vois que nous avons eu 2 questions sur le temps, combien de temps prend cette évaluation, hein, le remplissage de cette grille. Et une deuxième question pour savoir si le médecin traitant était associé à cette démarche. Donc, voilà, on vous laisse répondre, Alors, effectivement. comme on l'a dit dès le départ, c'est un outil qui est vraiment à disposition des équipes. C'est-à-dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez, l'utiliser de la façon dont vous voulez. Nous, clairement, par exemple, lundi, on était en équipe et on a pris le temps, et la grille, elle va très vite à répondre. Ce que je vais montrer après la deuxième phase de la grille, qui va être là une grille qui est plus faite pour dire est-ce qu'on fait appel à une équipe de soins palliatifs, éventuellement en termes de partenariat. Donc là, le temps, elle va très vite. En équipe, en 10 minutes, c'est fait. Et vous pouvez faire participer qui vous le souhaitez. Nous, d'un point de vue pratique, le médecin traitant souvent on a ces éléments, donc on se sert de ces observations pour remplir la grille. Et après, nous, on l'envoie, parce qu'on l'envoie, nous, la grille déclenche, chez nous, un projet éthique personnalisé, et qui fait qu'automatiquement, il est associé, et le médecin traitant est informé de la démarche. Alors, comme je vous le dis, effectivement, la grille sert d'abord à répondre à cette question de la démarche palliative anticipée,
Et la deuxième question auquel on peut être confronté, c'est effectivement, est-ce qu'on a besoin de faire appel à un partenaire de l'établissement, notamment à travers la participation des équipes mobiles de soins palliatifs. Pour cela, on a rappelé dans le Palliakit la possibilité de remplir la grille Pallia Géronto 10, hein, qui est une grille là qui est officielle diffusée au niveau national et qui permet encore une fois, de se poser en équipe un certain nombre de questions et de se dire est-ce que je peux faire appel ou est-ce que j'ai besoin de faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs. Là aussi, il n'y a pas de il n'y a pas de règle fixe, c'est-à-dire que les établissements sont tellement différentes en termes. Il y a des établissements qui ont des psychologues, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des établissements qui ont des psychomotriciennes, il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là qui vont faire en sorte que certains peuvent faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs, alors que d'autres ne vont pas faire appel, parce qu'effectivement, les compétences et les ressources qu'on a en interne sont pas directement les mêmes. La grille Pallia Géronto 10, elle a 10 points, comme elle est notée là, et il faut répondre juste oui ou non. Et encore une fois, c'est une grille qui permet de se poser un certain nombre de questions. Notamment, la première des questions, c'est est-ce qu'on a affaire à une personne âgée de plus de 75 ans, atteinte d'une maladie grave, évolutive ou de pathologie qui ne guériront pas? Donc, effectivement, si je réponds oui, je peux aller plus loin. Si je réponds non, normalement, a priori, c'est pas, c'est un élément qui récuserait une intervention d'équipe mobile sur les palliatifs, mais encore une fois, on peut avoir des, des, des exceptions, parce que, comme chacun sait, les exceptions confirment en général la règle. Le deuxième item, donc effectivement, est-ce qu'on est confronté à un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité somatique péjoratif, hein, avec un certain nombre qui sont notés ici. Et je vais prendre le cas de Madame D dont je vous parlais. Elle était GIR2, elle avait effectivement des chutes à répétition et elle avait un début de trouble tégument. Donc effectivement, nous, on a répondu oui à cette système-là. La maladie prédominante et où l'ensemble des pathologies sont rapidement évolutifs. Là, donc, effectivement, cette évolution est souvent caractérisée par la répétition des épisodes aigus. Pour Madame D, comme je vous l'ai dit, on n'était pas dans ce cadre-là, mais on était plutôt dans une lente évolution. La personne âgée et son entourage sont demandeurs d'une prise en charge palliative et d'un accompagnement. Donc là, vous voyez que ça fait appel soit au questionnement qu'on a vis-à-vis de la personne âgée, hein, qui doit faire partie de la démarche collégiale dès lors qu'elle est en capacité de pouvoir le faire. Et quel que soit son niveau de cognitif, comme il est marqué dans les textes, la, même si la personne ne peut pas faire cette direction anticipée, elle a quand même le droit à la parole et notre rôle est d'écouter cette parole, quelle que soit la personne qui nous l'exprime. Là, effectivement, on avait clairement à la fois la personne qui exprimait cet élément-là et aussi sa fille qui était sa personne de confiance et pour lequel, effectivement, la famille participait aussi à la réflexion collégiale. Existe-t-il des symptômes non soulagés parmi la place des traitements de première intention? Donc, moi, dans le cas de Madame D, on n'était pas sur des douleurs non soulagées, parce que les douleurs étaient soulagées, et c'est un des éléments qui pourrait motiver l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'équipe qui répondrait oui en disant j'ai des dyspnées, j'ai des vomissements, ou j'ai un syndrome occlusif ou d'agitation que je n'arrive pas à soulager malgré la prise en charge. Je peux m'aider, je peux solliciter une équipe mobile de soins palliatifs euh, pour m'aider ou pour aider l'équipe à répondre à cet élément. On peut, et là on a deux éléments importants, qui est soit d'identifier les facteurs de vulnérabilité d'ordre psychique pour la personne âgée et son entourage, des tristesses, du repli, de l'agressivité, qui peuvent effectivement, et là nous on avait cet élément-là, puisqu'on avait une tristesse et un et des signes dépressifs chez Madame D. Alors, nous, ici, on a la chance d'avoir une psychologue, mais encore une fois, il y a des établissements qui n'ont pas de psychologue, et d'où la possibilité de faire appel, encore une fois, à une équipe mobile de soins palliatifs qui peut intervenir et participer à la prise en charge des personnes. On a aussi l'identification des facteurs de vulnérabilité d'ordre social chez la personne entourage. C'est vrai que là, c'est un thème qui est plus souvent utilisé à domicile, peut-être moins utilisé dans nos établissements, avec des phénomènes d'isolement, de précarité ou d'épuisement, mais on peut se retrouver
dans certaines situations. Ici, nous, dans le cadre que je décrivais, on n'avait pas. Le 8e item, c'est la personne et son entourage ont des difficultés d'intégration à l'information sur la maladie et les pronostics, notamment avec des divergences, des difficultés, notamment de prise en compte de famille, peut-être, d'éléments. Alors, effectivement, dans le cas de Madame D, dont je parlais tout à l'heure, il n'y en avait pas, mais il nous est arrivé déjà dans des précédentes évaluations d'avoir justement des difficultés entre ce que l'équipe intègre et l'intégration qui est faite de l'information par rapport soit aux résidents, soit à ses proches. Et effectivement, là, je peux te dire, moi, dans mon cas, c'est presque un élément qui fait que je sollicite automatiquement une intervention d'équipe mobile de soins palliatifs qui va être un intermédiaire neutre, mais impliqué, et qui va permettre effectivement de compléter la réflexion collégiale et d'apporter un plus, notamment au niveau des familles, quand on a ces difficultés. On peut aussi avoir des questionnements ou des divergences parmi les professionnels, parce qu'on peut avoir une équipe qui dit mais pourquoi on fait ça, et puis une partie de l'équipe qui dit mais il faut faire autre chose, et notamment sur des éléments, j'aurais peut-être pas beaucoup de temps de parler, mais sur l'hydratation et l'alimentation, pourquoi on arrête les perfusions, pourquoi on les laisse, pourquoi on propose des transfusions, pourquoi on propose pas, pourquoi on a arrêté les séances de dialyse, pourquoi on les... Voilà. Donc, il y a des questionnements qui peuvent, et là aussi, alors, dans le cas dont je parlais, on n'avait pas cet élément-là, mais c'est aussi, moi, un des éléments qui va, de façon assez systématique, de- demander un recours à une équipe mobile de soins palliatifs pour participer avec nous à cet élément sur les divergences des professionnels. Et aussi sur le 10e item, qui est vous poser des questions sur l'attitude adaptée concernant des refus de soins, la limitation des arrêts de traitement, des demandes d'euthanasie ou des présences d'un conflit de valeurs. Donc effectivement, quand on a, même si dans le cas de figure dont je parlais, on n'en avait pas, mais quand on en a, moi, c'est souvent un élément qui va faire en sorte qu'on sollicite l'équipe mobile de soins palliatifs avec qui on travaille, et qui est partenaire d'établissement pour répondre et pour participer à l'équipe avec vous voyez, on a donc ces grilles-là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a 5 oui qu'il faut faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs, mais c'est quand on a un oui, ou quand on a un oui, c'est est-ce que, entre guillemets, l'équipe de soins palliatifs va pouvoir apporter à l'équipe un certain nombre d'éléments qui va permettre effectivement de prendre en charge cet élément-là. Et donc, la réflexion. Voilà le deuxième volet alors, je vais essayer de reprendre. Hop. Hop, voilà, ça complète le volet, encore une fois, sur la démarche palliative anti-PS, qu'éventuellement, Madame Pierre, vous avez vu dans le chat des questions qui se posaient par rapport à l'unité, mais je dois accélérer, je pense. Oui, oui, oui. Alors, on avait une question sur la palliative géronto et l'item numéro 2 pour savoir combien de critères il fallait pour valider ce critère numéro 2. Alors, Sur la palliative géronto. il est marqué à partir de 2. À partir de 2 items, à partir de 2 items, on répond oui. Puisque, mais voilà. Donc, moi, je réponds oui dès lors qu'on a 2 items. Voilà. Et puis, il y avait à nouveau une question sur la première grille de repérage pour savoir si les soignants de proximité, y compris les animateurs ou le personnel hôtelier, pouvaient participer puisque ils ont énormément d'informations qu'ils recueillent auprès des résidents. Alors, la réponse est dans la question. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que encore une fois, on n'est pas sur une grille médicale ou pure. L'important, on est de répondre à des questionnements sur la qualité de vie. Et comme on l'a dit lors du séminaire, on est bien sur une problématique de qualité du reste à vivre et puis sur une quantité du reste à vivre. Et donc, effectivement, ça permet de... Alors, moi, je parlais pour nous, que ce soit Apéranchi ou Market, c'est quand on fait ces grilles-là, c'est que souvent, ça rentre dans le cadre d'un projet de vie qui se transforme en projet éthique personnalisé, parce qu'on rentre dans le cadre d'une fin de vie. Et donc, en complément de ces éléments-là, on remplit un projet éthique personnalisé qui est fait en équipe et dans lequel l'ensemble des composantes de l'établissement intervient. Et la deuxième chose sur lequel
en fait, il y a trois choses qui déclenchent. Ça déclenche un projet éthique personnalisé, ça déclenche plus ou moins l'intervention d'une équipe mobile de soins palliatifs, et ça déclenche plus ou moins la constitution d'un dossier d'HAD dormant avec les prescriptions anticipées dont on va parler juste après. Voilà alors, ce qu'il y a d'autre où je passe à la suite. Docteur Albrecht, on peut peut-être préciser que dans la version numérique, du coup, mon résident relève-t-il d'une démarche palliative anticipée. Vous avez également un lexique qui a été construit par les équipes. Là, on a souhaité remplir une grille en direct avec vous, mais il y a tout un lexique qui a été travaillé Voilà. Et également le contexte que vous retrouvez au départ, explicatif. Voilà, donc c'est la fiche que je mets Oui, tout normalement à qui fait. doit s'afficher. Oui, merci Voilà. bien. Sur lequel donc, vous avez cette fiche explicative qui complète le tableur Excel et qui permet à la fois de repréciser donc, les modalités de remplissage de la première grille et les modalités de remplissage de la deuxième, et pour un lexique qui permet de retrouver la définition des items, qui permet effectivement de compléter. Encore une fois, c'est un outil qui vise à faciliter et à aider au questionnement en équipe et dans l'équipe au sens large, c'est-à-dire que vous pouvez chacun dans vos établissements y intégrer l'ensemble des compétences et des ressources de votre établissement. Alors, de façon rapide, parce que je pense que j'avais jusqu'à quelle heure, Madame Pina, je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'avais. Oui, alors peut-être je plus. pense, docteur Albrecht, qu'on peut peut-être juste ouvrir encore un document de la thématique de la démarche palliative Alors, anticipée. je vais aller très vite, mais dans le document, vous allez trouver une petite fiche réexplicative sur la personne de confiance, qu'encore une fois, dans le questionnaire qu'on avait fait au tout début pour les EHPAD, il y avait beaucoup, soit d'idées préconçues ou de mauvaises interprétations d'un certain nombre de textes sur la personne de confiance, et notamment le constat fait dans nos établissements que beaucoup de personnes de confiance sont autodésignées, et parce qu'on se retrouve avec des personnes de confiance désignées par la fille, le fils, le proche, mais avec une personne qui, de toute façon, n'était pas en capacité de désigner sa personne de confiance. Donc, on a rappelé un certain nombre d'éléments sur la personne de confiance. De façon identique, et je l'affiche, vous aurez un élément qui reprécise des éléments sur les directives anticipées. Et vous voyez que ce petit flyer, il peut à la fois servir pour faire de la formation en interne et de repréciser en interne ce que sont les directives anticipées, par qui elles sont faites, comment elles sont conservées et surtout ce qu'elles ne sont pas. Et donc ça, c'est un élément important. Et aussi, comment on peut les utiliser. Dès lors qu'on a des directives anticipées, on a ce petit flyer qui montre comment on peut les utiliser, et notamment le fait que de toute façon, la décision, à la fin, elle est médicale et elle repose sur une collégialité de décision, donc on a cet élément. Et donc, comme on vous l'a dit, on a un troisième item qui est le guide de mise en place d'une prescription anticipée. Alors, on est allé un cran plus loin en disant qu'effectivement, une fois qu'on a dit il y a une démarche palliative anticipée qui est mise en place, il est important de pouvoir anticiper sur un certain nombre d'événements cliniques qui peuvent intervenir sur nos résidents. Et il était possible, encore une fois, pour aider nos équipes et d'éviter peut-être de faire appel à l'hospitalisation de façon peut-être un peu moins fréquente, de faire appel aux prescriptions anticipées. Donc, c'est la capacité de dire, je peux prescrire pour un résident. Pourquoi? Parce qu'il risque de perdre la voie orale ou on a une installation d'inconfort. On peut anticiper sur l'antalgie, sur l'anxiolyse ou sur les éléments d'inconfort, par exemple sur des insuffisants cardiaques qui pourraient être inconfortables. On peut faire une ordonnance activable selon les besoins, selon les produits, et tout praticien, qu'il soit médecin traitant, médecin coordinateur, médecin d'équipe mobile soins palliatifs, qu'il soit médecin hospitalier, HAD, peut faire des prescriptions anticipées. Je pense que ce fera peut-être l'objet des prochains groupes de travail de développer. Alors, on n'a pas voulu vous donner et donner des exemples de prescriptions, mais on a donné un certain nombre dans le flyer que vous pourrez lire de façon à tête reposée, un certain nombre d'exemples en disant peut-être qu'on a un résident qui est à risque de perdre de la voie orale, donc avec des difficultés croissantes d'églutition, de somnolence accrue. C'est par exemple un résident qui est sous patch de morphine, éventuellement qui est sous morphinique par exemple en oral, pardon, en péros.
pour lequel il faut passer en PCA, on peut faire une prescription de PCA en anticipé, ou s'il souffre de décompensation, de risque de décompensation respiratoire en fin de vie, de prescrire par exemple des PCA de scopolamine. On peut faire ce type de prescription, ou par exemple des prescriptions anticipées de furosémide quand on a des résidents dans le cadre d'une insuffisance cardiaque terminale, avec des procédures et des protocoles qui peuvent être mis en place. Voilà, j'ai essayé d'être malheureusement rapide, donc Donc, juste pour la dernière question, docteur Albrecht, hein, merci beaucoup pour ce focus hein, sur ces documents de la thématique de la démarche palliative anticipée. Hein. Vous avez raison, chacun ouvrira à son rythme l'ensemble des documents. Mais nous avons quand même une question par rapport aux prescriptions anticipées pour savoir combien de temps elles peuvent être valables, puisqu'apparemment, là, on parle plutôt sur l'onglet conversation des prescriptions anticipées des HAD qui sont parfois différentes, bon, en sachant que nous n'avons pas travaillé sur cette notion de temps. Voilà, je vous laisse rapidement répondre avant qu'on passe à la thématique douleur. Merci. Oui, donc moi je suis le docteur Free. Alors, moi je travaille en équipe mobile et donc ça m'arrive quand même régulièrement de faire des prescriptions anticipées pour l'HD. Donc, comme c'est compliqué, je mets prescription valable pour 3 mois. Au départ, prescription anticipée valable pour 3 mois. Et après, dans ma prescription par elle-même, je mets QSP 30 jours. Après, j'ai une formulation qui est un peu particulière. Je ne mets pas forcément des doses d'emblée majeures sur mes prescriptions. Donc, tout est en fonction de la connaissance des HAD avec lesquels on travaille. Bien, merci beaucoup pour l'intervention de Dr Albrecht. Je remercie de nouveau et pour la réaction du Dr Fries en live. Donc maintenant, on va passer à l'onglet douleur. Vous avez peut-être pu voir sur l'onglet conversation, on a épinglé le lien vers le site où vous pouvez trouver le PalliaKit en numérique. Voilà, donc vous pouvez le retrouver à tout moment. Donc là, je vais vous partager pour donc la douleur. Vous voyez, vous avez les 3 items. Donc là, maintenant, on va rentrer dans l'item violet. Donc, vous voyez, plusieurs outils ont été travaillés ou retravaillés. Donc là, on va commencer par celui qui est central sur le choix des échelles et le tilt. Peut-être connaissez-vous hein, déjà le tilt dans vos équipes. Donc, c'est un outil. Donc, on a travaillé avec les ESPREV qui déploient déjà un kit qui s'appelle EPADOL dans les Hauts-de-France pour les EHPAD dont le critère a été retenu pour les accompagner dans la prévention de la douleur. Donc, c'est un outil pour la douleur en général, au global, et nous, on l'a repris et on l'a poussé un petit peu le curseur pour rentrer vraiment dans les soins palliatifs. Donc, on est parti du repérage, vous voyez, donc avec 2 branches pour les personnes communicantes et les personnes non communicantes. Donc, pour les personnes communicantes, on a mis dans les bulles des verbatims avec des aïe, ouille, cri, plisse les yeux, gémis, peut-être aussi avec de l'agressivité, des personnes voilà, qui frappent. Sur la droite, vous avez pour les personnes non communicantes, là, on a mis voilà, toutes les postures antalgiques que peuvent avoir les résidents, position fœtale, recroquevillé, repousse les mains des soignants, s'agrippe aux barrières, etc. Donc, pour les personnes communicantes, vous voyez à gauche, donc vous avez les outils d'auto-évaluation. Donc, on a recensé les 3 qui sont le plus souvent utilisés en EHPAD. Donc, l'EVA, l'échelle visuelle analogique, l'EN, l'échelle numérique, et l'EVS, l'échelle verbale simple. Vous verrez aussi là sur l'écran à côté des ronds rouges. Les ronds rouges sont faits pour cocher
l'échelle que vous utilisez le plus dans votre EHPAD. Ce qui permet d'avoir au sein de l'établissement et des équipes une traçabilité cohérente et pour pouvoir assurer un bon suivi, il faut toujours utiliser la même échelle. Donc, ça permet de cocher, voilà, et de pouvoir, vous pouvez l'imprimer, l'afficher dans votre salle de soins, cocher la bonne échelle que vous utilisez. Ça, c'est une première chose. En dessous, quand vous avez une douleur type brûlure ou picotement, vous avez la DN4 que vous pouvez remplir. Et donc ça, c'est bien sûr pour les douleurs neuropathiques afin de les diagnostiquer. Donc ça, c'est pour les personnes communicantes. Et ensuite, à droite, pour les personnes non communicantes, vous avez les échelles d'hétéroévaluation. Donc, lors des soins, on a le CPA couramment utilisé, ou hors des soins, pour des douleurs plus spontanées, on a l'Algo Plus aussi qui est régulièrement utilisé. Donc ça, c'est pour l'arbre décisionnel sur le choix des échelles. Et ensuite, pour la transmission ciblée, donc tout ce qui est traçabilité, encore une fois, là, on a parlé tout à l'heure avec le docteur Albrecht d'identifier et de pouvoir orienter vers une équipe mobile de soins palliatifs. Quand l'équipe mobile vient en EHPAD pour son expertise, bon, si elle n'a pas un minimum d'informations sur le type de douleur, l'intensité, la localisation, le temps, ça va lui être complexe de pouvoir identifier de quel type de douleur on parle. Donc, le TILT, c'est vraiment un acronyme pour faire TILT, pour ne pas oublier quand on trace, de parler du type de douleur. Donc là, on a mis quelques idées de mots qui peuvent être employés couramment. C'était l'idée aussi de pouvoir donner la parole aussi à l'aide-soignante ou l'auxiliaire de vie. Ce n'est pas qu'une affaire d'infirmière ou de médecin de repérer la douleur. Et même avec ces mots, il faut tracer. C'est très important. Donc là, on a donné des verbatims, encore une fois, et de type élancement, écrasement, battement, serrement, coup de poignard, fourmillement, voilà. L'intensité, donc ça, c'est au repos, à la mobilisation, pendant un soin, après un soin. C'est des échelles qu'on a vues plus haut. Après la localisation, le temps, est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est que le jour, la nuit, au repos? Est-ce que ça a un retentissement aussi sur le quotidien? Est-ce que c'est un résident ou une résidente qui ne va plus en animation? Ça peut être un reflet aussi, son humeur qui est changeante, un retentissement psychologique, quelqu'un de beaucoup plus agité, au contraire, avec plus replié sur elle-même. Et enfin, le traitement. Si on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas évaluer quel traitement on va pouvoir remettre. Donc, il faut savoir quel traitement antalgique est en cours afin de pouvoir évaluer. Donc, voilà pour ce document. Pour le prochain, on va voir, je vais faire un petit focus sur l'administration des antalgiques féroces, qui est à droite. On s'est rendu compte que la forme galénique, la biodisponibilité des médicaments et leur façon d'être dispensés posaient des fois problème en EHPAD. Je pense donc aux gélules ou aux comprimés. Donc les comprimés, on ne sait pas s'il faut les écraser, si on a le droit. On ne sait pas si les gélules peuvent être ouvrables, elles peuvent être ouvertes. Donc là, par exemple, vous voyez, on a fait tout un travail avec l'ensemble des péros. Donc, on a mis, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on en a mis quand même un recto verso A4. Donc, vous en avez quand même pas mal, avec toute une catégorie de médicaments. Sa disponibilité, on la trouve sous quelle forme aujourd'hui? Est-ce que le comprimé est écrasable? Est-ce que la gélule peut être ouverte? Et auquel cas aussi, si la gélule s'ouvre, je pense aux microgranules je n'ai plus en tête, mais quand vous avez des microgranules de morphine, il ne faut pas les écraser. Par exemple, le Skénon, voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà, on a fait vraiment un gros travail de recherche. Vous avez cette partie-là pour pouvoir... finalement, la finalité, c'est que l'antalgique soit efficace. Donc, si on écrase un comprimé qu'il est plus efficace, bon, on peut réévaluer la douleur derrière, mais on n'aura pas le bon reflet. Donc, si on pince, t'écrases pas. Ce qui en s'ouvre. Et donc, on avait une colonne précision aussi à droite, vous voyez, avec des petits focus selon certaines molécules. Le tramadol, parce qu'il existe aussi en gouttes, les microgranules sur le Skénon dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, etc. Donc ça, vous aurez le temps de le lire à tête reposée. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être affiché sur votre pharmacie, enfin voilà, en salle de soins.
pour la préparation des médicaments. Donc voilà pour ce document. Ensuite, juste à côté, tout à droite, on a travaillé sur un tableau. À partir de quand réaliser un soin potentiellement douloureux? Donc là, ça a été un très gros travail également, et je remercie encore les groupes qui se sont penchés sur la question. On a référencé un grand panel, pas l'ensemble bien entendu, d'antalgiques qu'on retrouve le plus souvent en EHPAD, qu'on peut donner avant un soin douloureux. L'idée, c'était de se dire feu rouge, le délai d'action n'est pas atteint, feu orange, on est juste au début de l'effet antalgique, et feu vert, nous sommes dans l'effet optimal de cet antalgique. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pourrez imprimer et afficher facilement en salle de soins. Afin de voir, de réévaluer, de se coordonner entre soignants, enfin aides-soignants et infirmières, souvent avant une toilette ou un pansement douloureux, de pouvoir se dire, bon ben là, il faut attendre autant de temps, de le donner au bon moment et faire le soin après au bon moment. Il y a quand même des disparités, donc on peut pas, enfin voilà, on peut pas tout apprendre par cœur. Donc c'est un tableau vraiment très fait visuel pour repérer à quel moment on peut faire son soin douloureux. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les petites fiches focus qu'on a fait. Donc, je vais d'abord vous montrer le livret antalgique qui est au centre. Donc ça, c'est un livret qui est issu aussi du travail avec les ESPREV. Donc on a repris le livret existant EPADOL pour le pousser et le spécialiser soins palliatifs. Donc, on peut le dérouler très rapidement, mais voilà, on a repris l'ensemble des antalgiques, palier 1, palier 2, palier 3. On a fait un petit focus vécu de soignants aussi pour, voilà, on a parlé de la douleur, qui peut être aussi un sentiment des fois de culpabilité, donner une perte de confiance aussi des soignants, l'impression d'être maltraitant. Voilà, donc on a fait une petite page sur le vécu des soignants. Et ensuite, c'est quelque chose peut-être que vous connaissez déjà sur les paliers, les antalgiques. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est revenu vraiment à la base de l'information. Je peux parler peut-être aussi tout de suite d'OpioConvert. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va vous l'ouvrir pour vous le montrer. OpioConvert, donc ça permet de convertir voilà, les opioïdes, comme son nom l'indique. Donc, vous pouvez convertir la morphine en oxycodone, en fentanyl patch, en hydromorphe, en méthadone, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très spécifique aux médecins pour pouvoir adapter leurs antalgiques. Et donc, tout à gauche, le groupe a travaillé sur des focus par médicament, par antalgique. C'est 3 molécules, 3 antalgiques qui avaient besoin d'être spécifiées. Donc, tu peux en ouvrir un, voilà. Donc, par exemple, le fentanyl patch d'urogésique. Vous voyez, on a repris un peu le code couleur des durogésiques sur le microgramme par heure. Vous voyez la petite roue, la couleur des boîtes, pour qu'on reste cohérent au niveau des visuels. Toujours des petits points de vigilance pour qui s'adressent ces patients, ou en tout cas ce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas couper le patch, il faut faire attention que la peau soit bien sèche pour le poser, avec une action antalgique à H12, 12 heures après. Donc, quand on l'enlève, il continue de faire effet 12 heures après. Voilà, donc c'est toutes des petites alertes. On n'a pas repris la notice du médicament en tant que tel. On a voulu vraiment compléter pour quelque chose de très pratico-pratique qui complète justement les notices des médicaments. Je peux passer à l'autre. Donc là, on a fait le focus sur le PENFENT. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a toujours un petit logo sur ces 3 antalgiques. On a le stéthoscope et l'infirmière pour voilà, éviter les glissements de compétences. Voilà, bien spécifier que c'est vraiment l'infirmière qui délivre, le médecin qui prescrit. Donc, pour le PENFENT, vous voyez, il y a vraiment une méthodologie d'ouverture. Donc, on a toutes les images qu'on a sorties à l'image un peu de tout ce qu'on va vous montrer là, très pratico-pratique. Tu peux descendre aussi. Voilà, vous voyez, on est vraiment les modes d'administration, les préparations d'amorçage, les petits rouge et vert en bas, barre verte égale flacon prêt à l'emploi. Voilà, c'est quelque chose de très rapide à lire quand on est une infirmière qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de traitement.
pour pouvoir être efficace et optimal. Et enfin, l'Abstral. Donc en comprimé sublingual, qui est un antalgique de palier 3. Donc toujours sur les mêmes, vous voyez, les mêmes mécanismes, la même modalité. Le mode d'emploi d'ouverture, parce que c'est un comprimé où il ne faut pas appuyer sur l'opercule pour faire sortir le comprimé, mais bien enlever, décoller une feuille d'aluminium. Donc sinon, ça risque d'abîmer le médicament, hein, d'être moins efficace. Descendre. Donc voilà, ça vous explique comment le prendre directement sous la langue, sans le sucer, voilà, ne pas le mâcher, le croquer. Donc c'est encore quelque chose de très pratico-pratique pour aller à l'essentiel. Voilà. Donc voilà pour les outils pour l'item douleur. Donc, je vais laisser la place aux questions. Madame Second, j'avais disparu, je pense, et je suis revenu. Je sais pas, j'espère que vous avez pu avoir la fin de la présentation. Oui, docteur Abrèche, vous aviez disparu, on avait repris le relais, de fait. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Gentil. Il n'y a pas d'item de Méopa pour l'instant. Alors, comme tous les items, comme tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui, on est sur une première version. Voilà, on vous racontera en termes de conclusion son évolution, mais on est vraiment sur une première marche. Donc, il y aura des évolutions à ces outils, c'est sûr. Opioconvert, pour la question sur le logo, il n'y a pas IDE parce que c'est la prescription médicale du médecin, tout simplement. Après, on est d'accord que l'infirmière peut aller regarder pour s'informer, se renseigner, mais c'est une prescription médicale, c'est pour ça qu'on a mis médecin. Oui, donc j'en passe la main maintenant au docteur Friss qui va vous parler de l'item maintenant alimentation, hydratation et nutrition. Voilà, le groupe a surtout été à la réflexion initiale de son travail sur une question qu'on avait souvent de la part des soignants et de la part des familles. Est-ce que c'est parce qu'il va mourir de faim, il va mourir de soif? Or, c'est parce qu'il est en fin de vie qu'il n'a plus faim et qu'il n'a plus soif. Et c'est des éléments qui sont importants à inverser. C'est pas parce qu'il mange plus et qu'il boit plus qu'il va mourir, mais c'est bien parce qu'il est en fin de vie qu'il ne mange plus et qu'il ne boit plus. Ça, c'est des éléments que les soignants doivent être imprégnés pour rassurer les familles de cette situation-là. Et donc, pour cela, on a essayé de vous faire une affiche assez parlante qui peut être mise dans vos EHPAD et pour les soignants et pour les familles parce qu'elle peut servir de soutien à une conversation qui peut être entre soignants et famille. Donc, cette affiche en format poster, le thème, c'est alimentation et hydratation, un chemin depuis l'entrée en EHPAD jusqu'à la fin de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu très visuel
pour justement que ça fasse, alors on a parlé du tilt pour la douleur, mais que ça fasse aussi tilt dans les têtes des soignants, des familles, sur cette importance relative de l'alimentation et de l'hydratation en fin de vie. Pour ça, on est parti du départ de l'entrée d'un résident qui arrive en relative bonne santé au départ dans l'EHPAD. Malgré tout, s'il rentre en EHPAD, c'est quand même qu'il a quelques soucis de santé, mais en tout cas, il est encore autonome dans sa façon d'aborder l'alimentation, la nutrition et l'hydratation. Donc, sur la première photo, vous voyez un monsieur qui est assis à table en salle à manger de la résidence, dans un fauteuil normal, une chaise normale, et qui a une assiette qui est composée de son repas habituel, avec une barquette pour l'entrée, un dessert, des couverts, un couteau, une fourchette, un verre normal. Bref, il mange normalement à son entrée. Parfois, on peut avoir l'utilisation de matériel un peu plus spécifique, comme un verre à encoche ou des cuillères à manche adaptées pour faciliter l'alimentation. Ou si le résident est parfois un peu maladroit, on peut utiliser une assiette qui ne soit pas forcément une assiette plane. Ce qui est aussi important, c'est de vérifier que l'assiette n'ait pas une mauvaise odeur, que le plateau ne soit pas blanc sur blanc, qu'il y ait du relief dans l'alimentation. Et là, vous voyez bien aussi que dans l'assiette, il y a une couleur. La couleur va stimuler l'appétit du résident. L'odeur alléchante va aussi stimuler le goût du résident. Bref, la présentation comme le contenu est essentiel au fait que un résident va essayer de manger mieux. Le but au départ, c'est que il ait le maximum d'autonomie dans son repas au départ de son arrivée en EHPAD. Malheureusement, il va l'âge évoluant ou sa pathologie évoluant, il va avoir une petite détérioration de son état général. Et donc là, vous voyez sur la deuxième photo, le résident qui est toujours dans un fauteuil normal de salle à manger, mais à côté de lui, vous voyez son déambulateur. Donc, on peut penser qu'il a un peu perdu en autonomie et qu'il est moins habile aussi dans ses façons de manger. Donc, il reste avec le même type d'assiette, le même type de verre, mais on a mis des couverts adaptés avec un couteau qui est plus un couteau normal, mais avec un manche plus épais, comme la fourchette. Donc, on voit une petite dégradation de son état. Sur la troisième photo, vous voyez que le résident n'est plus dans un fauteuil habituel de salle à manger, mais dans un fauteuil roulant. Vous voyez, il a les coudes qui sont sur les accoudoirs de son fauteuil et on l'aide à manger. Vous voyez le bras d'une aide-soignante ou d'une hôtelière qui va commencer à aider à manger, mais l'assiette est identique, le repas n'est pas complètement haché, le verre est resté le même. En fait, il va juste avoir une aide technique pour essayer de favoriser le plus longtemps une alimentation normale. S'il faut écraser un petit peu dans l'assiette, la personne qui va l'aider va l'écraser avec l'accord du patient, du résident, pour que tout soit fait pour que le résident garde le maximum de goût et le maximum d'envie à manger. Vous avez sur les côtés deux petits items, l'un une balance, l'autre
une bouteille. La balance, c'est-à-dire qu'au départ, la perte de poids peut encore être importante à regarder. Et donc, on a mis une balance. Et sur la bouteille, au départ, le résident boit normalement. Et donc, il va boire de l'eau plate ou de l'eau, du thé, du café, bref, une eau qui est sa boisson habituelle. Sur la 4e photo, là, vous voyez quand même un grand changement. La 4e, parce que là, on ne voit pas la tête. Voilà. Le résident est plus en fauteuil roulant, mais plutôt en fauteuil gériatrique. On voit qu'il mange nettement moins bien puisqu'on lui a mis une protection pour protéger ses habits. Vous avez un soignant qui est à ses côtés et qui est à sa hauteur pour essayer de l'aider à manger. Et vous voyez là, l'assiette s'est largement modifiée puisque on a plutôt du haché, voire du mixé, mais qui reste très coloré parce que c'est important de garder cette visualisation et ce goût à l'alimentation dans vos résidences le plus longtemps possible. Vous avez vu que les couverts, le couteau, la cuillère et la fourchette ont des gros manches pour essayer de, même s'il y a une aide humaine à ses côtés, d'essayer que ça soit lui au départ du repas qui continue de manger par lui-même. Mais souvent, au bout d'un petit moment, eh bien, il n'aura plus assez de force. Donc, on va l'aider à essayer de garder une quantité maximale d'alimentation sans le forcer pour éviter les fausses routes, sans vouloir le gaver non plus, mais être attentive à sa quantité d'alimentation et à son plaisir. Le but, c'est que le résident ait le plus longtemps possible du plaisir à manger. Et là encore, vous le voyez, il est toujours en salle à manger parce qu'on sait que la salle à manger va être un facteur stimulant au niveau du repas, sauf si le résident ne souhaite pas vivre en communauté, ce qui peut s'expliquer. On va essayer le maximum et le plus longtemps possible qu'il reste à table en salle à manger. Alors, si possible, pas trop bruyant, pas trop de télé, pas trop d'interaction pendant le repas, mais on sait bien qu'une salle à manger en résidence, c'est quand même un facteur de lieu de vie et de bruit. On va passer à la 5e image. Et donc là, vous voyez, on a vraiment une dégradation de l'état général du patient, du résident. Il n'est plus en salle à manger, il est dans son lit avec toujours un plateau qui lui est apporté. Donc, vous gardez un petit peu le même type d'assiette colorée avec un repas plutôt goûté. Et là, c'est le soignant qui va, dans le maximum du temps, lui donner à manger. Alors, la position du résident n'est pas forcément complètement la bonne là, parce qu'il est un peu trop en arrière dans son lit, mais c'est important quand on donne à manger à un résident dans son lit, et même à table, hein, quand il est en fauteuil gériatrique, qu'il soit penché en avant, le menton presque sur la poitrine pour que la filière de déglutition reste la bonne. Si vous êtes allongé sur la plage et que vous essayez de boire un verre d'eau, vous allez vous étouffer et vous allez spontanément vous redresser. Eh bien, le résident que vous accompagnez, c'est la même chose. Plus il est allongé dans son lit, plus le risque de fast-route est majeur et le temps que vous allez gagner en ne l'installant pas bien, vous allez le perdre parce que finalement, vous allez devoir appeler le SAMU parce qu'il a fait une fausse route, l'aspirer, lui faire peur et au total, cette perte de confiance dans l'alimentation et dans les risques alimentaires, le patient, lui, va en avoir définitivement peur, il va être traumatisé et il va plus vouloir manger. Donc, l'installation du résident, y compris dans sa chambre et surtout dans sa chambre, est essentielle. Là aussi, le soignant
sa position, elle est importante. Si vous êtes en parallèle de votre résident avec votre cuillère où vous ne savez pas où vous la mettez et pas forcément bien dans la bouche, eh bien, ça ne va pas aller. Il faut s'installer dans la mesure du possible à la même hauteur que le résident et être attentif à son visage, à sa capacité de déglutition. Donc, vous devez vérifier quand même que la déglutition au niveau de la gorge se fasse, que la glotte bouge un petit peu et vérifier avant de lui redonner une cuillère que celle-ci est bien avalée, bien églutie, parce que si vous lui en redonnez une trop rapidement, ça ne va pas aller non plus. Donc, toute cette installation et cette prudence dans l'alimentation est nécessaire. Et donc là, sur le côté de la photo, vous avez la balance qui n'est plus utile. Donc, on voit qu'elle est barrée parce que ce n'est plus le moment où il faut s'intéresser au poids du patient, mais bien à son plaisir de manger, à ce qui lui reste de goûteux. Et vous n'êtes plus sur de l'eau pétillante, mais vous êtes sur de l'eau gélifiée pour, là aussi, limiter les risques de fausse route au maximum. Enfin, la dernière photo, vous avez le patient qui là n'est plus en capacité de s'alimenter et celle-ci n'est plus une priorité. Par contre, ce qui va devenir la priorité, c'est l'hydratation et c'est pour ça qu'on vous a mis un petit gobelet avec les bâtonnets de soins de bouche parce que ce qui va le soulager le plus, c'est les bains de bouche qui vont être faits régulièrement et qui doivent être faits à la place des repas, au petit déjeuner, le midi, le soir, mais aussi au goûter et après éventuellement la toilette. Un soin de bouche qui n'est fait que le matin et que le soir n'est pas suffisant pour garder une bouche humide et donc le patient ne va pas être soulagé de petites peaux qui vont se déposer dans sa bouche et qui, en plus, pour le petite quantité d'alimentation qu'il va pouvoir garder, eh bien, elle va empêcher cette déglutition. Donc, avant de donner à manger pour la deuxième et pour l'avant-dernière et la dernière photo, il vaut mieux toujours faire un soin de bouche, en tout cas, vérifier que la qualité de la bouche soit correcte pour que la petite alimentation qu'il aura soit déglutissable et de bonne qualité. Donc, pour le bain de bouche, vous avez les bâtonnets. Alors, le bain de bouche avec la compresse ou la baisse-langue, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux utiliser vraiment des bâtonnets mousse. Si votre patient est sous oxygène, on va éviter les bâtonnets en coton glycériné qui doivent être utilisés de façon froide. Donc, quand ils sortent du frigidaire, là, votre petit bâtonnet mousse, il est réutilisable plusieurs fois pour faire ses soins de bouche et bien sûr sur le même patient. Hein, si vous n'avez pas utilisé un bâtonnet avec un autre patient, voilà. Et vous allez le laisser dans la chambre pour que ça soit bien fait. Vous allez le nettoyer à l'eau du robinet et puis le réutiliser. Donc, ces bains de bouche en fin de vie, ils sont essentiels et pour aller très régulièrement en EHPAD, ce n'est pas toujours le cas. Et il ne faut pas avoir peur de les faire, ces bains de bouche. On voit beaucoup de soignants qui hésitent à les faire. En fait, ils sont essentiels. Vous voyez, ce patient, il n'a pas de perfusion. Alors, il a peut-être une sous-cutanéée la nuit, mais ce n'est pas forcément ce qui est essentiel. Hein. Ce qui est essentiel, c'est le confort de sa bouche, c'est son confort à lui et pour sa fin de vie. Alors, en corollaire de cette affiche, vous avez une note explicative qui reprend ce que je viens de vous dire à l'oral.
Donc, sur la première, excusez-moi, je mets mes lunettes. Sur la première, vous avez le résident qui ne présente aucune difficulté de s'alimenter et le repas, on est français, hein, c'est un moment convivial, de plaisir et il faut le garder jusqu'au bout, hein. Le repas est avec une texture adaptée, donc vous voyez, l'alimentation est normale. Le but étant de préserver au maximum, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'autonomie du patient. Sur la deuxième affiche, sur la deuxième partie de l'affiche, on voit bien, et j'y ai insisté quand même assez lourdement, on voit bien que le patient s'est dégradé sur le plan général et qu'il a besoin d'une aide à l'alimentation. Et donc, cette alimentation, elle est vraiment lieu de plaisir et lieu de lien humain. C'est important que c'est pas parce que le résident n'est plus en capacité de moins manger qu'on doit moins lui rendre visite et qu'on doit moins être présent. Le temps consacré au repas, que ce soit au petit déjeuner, le midi ou le soir, eh bien, il doit être gardé pour faire autre chose avec le patient. Donc, on a dit les soins de bouche, on a dit un toucher massage, on a dit, voilà, pour que le résident ait toujours ce lien qui est primordial en EHPAD. Et donc, sur la troisième photo, on est bien sur un patient qui s'est très altéré, donc qui ne sort plus de sa chambre. Et s'il ne sort plus de sa chambre, eh bien, le soignant doit aller dans sa chambre. Hein, il est trop fatigué, il faut éviter son inconfort au maximum, faire attention aux fausses routes et donc les petits encarts en vert écrits parfois en rouge pour bien souligner l'importance de ça, sont des éléments que vous pouvez reprendre en travail d'équipe sur l'alimentation, l'abord de l'alimentation et de la nutrition. Et enfin, sur la dernière photo, écrit là en bleu, la vigilance a énormément diminué et donc on est là sur de l'accompagnement. Il ne faut pas que les soignants soient coupables ou se sentent coupables que le résident ne mange plus ou ne boive plus. Je reviens sur l'importance de ça, hein. C'est bien parce qu'il est en fin de vie qu'il ne mange plus et qu'il ne boit plus. Par contre, il doit continuer à être accompagné au quotidien dans sa chambre et sa famille peut être un peu plus présente et vous, soignants, vous ne devez pas l'abandonner, hein. En EHPAD, on accompagne jusqu'au bout. Même quand on fait appel à l'HAD pour traiter les symptômes gênants comme l'encombrement, comme la douleur ou comme l'anxiété, avec des PCA qui sont mises en sous-cutané, le soignant de l'EHPAD a toute sa place et doit continuer régulièrement à aller voir le résident qui l'accompagne depuis un certain temps. Il va lui rester la toilette, il va lui rester les soins de confort, de temps en temps les mobilisations, les soins de bouche, le toucher massage, bref, tout ce pourquoi le soignant d'EHPAD travaille en EHPAD. On a une question par rapport justement au visuel. À quoi sert la barrière de lit pour ce temps de repas important? Ça, oui. C'est dans la photo. Alors, j'avais pas fait attention. Pendant le repas, on va éviter la barrière de lit, hein. Donc, il faut évidemment bien abaisser la barrière du lit pendant le repas, hein. Donc, voilà. Vous êtes bien observateur quand même. On avait une question. Certains proches exigent un repas complet jusqu'au bout car payent un tarif hébergement. Comment échanger sur ce sujet avec la famille? Eh bien, il faut leur dire que si on fait pire que mieux et que si on met en danger, si on met en danger le résident, eh bien, on ne fait pas notre travail de soignant. Donc, on fait un repas adapté
mais on ne peut pas obliger un résident de manger jusqu'au bout. Voilà. On peut ouvrir d'autres outils. Oui. On va ouvrir d'autres outils Les soins de bouche, pour les soins de bouche. Oui. non, je peux. Bon, bah, tu m'en cherches. Donc ça, c'est un travail sur les soins de bouche qui ont été faits par les infirmières de l'équipe en lien avec la SFAP, avec une grille d'évaluation en dessous qui peut être cochée. Ce qui est important, hein, c'est quand même la régularité des soins de bouche, soit avec une brosse à dents au départ quand le résident est encore capable de se brosser les dents. Hein. Donc, vous avez 3 niveaux, hein, de soins de bouche où le 1 à 3, ben, c'est un soin normal de brossage de dents régulier. De 4 à 6, il faut être beaucoup plus attentif et sur la qualité des soins de bouche et sur la qualité de la langue et de la bouche. Et puis de 7 à 10, c'est vraiment des soins à renforcer avec une demande médicale parce que justement l'alimentation et l'hydratation est beaucoup moindre et donc il faut être beaucoup plus vigilant. Et donc, sur le tableau, là, vous avez la grille d'évaluation. Vous avez une déglutition qui est normale, vous pouvez coter 1. Elle est à risque de fausse route, vous cotez 2. Il n'y a plus du tout de déglutition, vous cotez 3. Sur la qualité de les lèvres, parce que pour bien manger, eh ben, il faut avoir des lèvres qui soient pas sèches, une langue qui soit aussi humidifiée. Donc, quand elles sont normales et adaptées, eh bien, vous cotez 0. Quand elles sont sèches, vous cotez 1. Et quand c'est très abîmé ou la langue très chargée, vous cotez 2. Si les muqueuses et les gencives sont sales et abîmées, vous cotez 1. Et si elles sont très inflammatoires, vous cotez 2. Enfin, il faut jamais oublier qu'on est sur des personnes âgées et que pour la majorité du temps, elles ont des prothèses dentaires et que celles-ci doivent être nettoyées matin et soir de façon régulière et qu'il faut parfois y faire attention quand le patient a perdu beaucoup de poids, elles peuvent ne plus être adaptées. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut au quotidien, mais vous êtes les soignants d'EHPAD, vous êtes ceux qui connaissent le mieux vos résidents et donc vous savez exactement ce qui convient le mieux pour vos résidents. Et il faut continuer à les accompagner jusqu'au bout comme vous l'avez fait. Je précise dans les questions-réponses, vous avez mis donc plusieurs liens consultables. Effectivement, nous aussi dans cet outil, cette plateforme, vous avez accès justement à des liens consultables supplémentaires, notamment les soins les fiches SFAP, toilettes buccales comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ensuite, vous pouvez aussi voir les soins de bouche, tout ce que vous auriez voulu savoir. C'est sur le même principe que nos fiches, sauf que c'est beaucoup plus détaillé. C'est des informations complémentaires que vous pourrez retrouver justement sur notre plateforme. Ici, pareil, pour la nutrition et hydratation artificielle, vous avez toujours les petits plus qui vous apportent des informations complémentaires. Voilà, et ben merci à vous. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Hein. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un kit en version numérique qui est bien plus complet que ce que nous avons montré. Hein. Nous avons choisi, et merci aux 3 intervenants qui ont présenté les outils phares de leur thématique. Vous trouverez d'autres outils, hein, notamment sur les troubles de déglutition, sur la texture. Voilà, au niveau douleur également, nous avons balayé. Et puis, tous ces petits plus dont Madame Lepage vient de vous parler. Voilà, on vous laisse découvrir ce kit. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Ce Palliakit EHPAD, ben, c'est une première brique du travail. Voilà, on est parti d'une page blanche. Le but était de faire cette
cet outil le plus simple et le plus ludique possible, entre guillemets, mais le travail continue. Donc, nous allons continuer l'année prochaine nos groupes pour pouvoir enrichir, comme c'est une version numérique. Donc, au fur et à mesure du temps, nous compléterons ce kit avec des nouvelles fiches, éventuellement avec des nouvelles thématiques. Et nous comptons sur vous, puisque nous allons réaliser une étude d'impact d'ici quelques mois pour que vous puissiez nous faire vos retours à la fois sur l'utilisation numérique du kit, sur les outils qui sont déjà créés, ceux qui vous sont utiles, bien compréhensibles, ceux qui au contraire nécessitent des ajustements pour que nous puissions faire ça au fur et à mesure du temps. Voilà, donc nous comptons sur vous et puis nous allons aussi élargir un petit peu les groupes de travail avec voilà, l'intégration d'équipes d'HAD et d'équipes de CRT au sein de notre groupe. Voilà, merci à vous et puis nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous.